17 octobre 2022, bienvenue dans le TSLH podcast. Ce soir, on a une invitée avec nous. Une invitée qui n'est pas nécessairement une invitée non plus parce que c'est une rédactrice avec l'équipe du TSLH pour le site Tout sur le hockey. Aujourd'hui, on va parler du Rocket avec Jessica qui se joint à la conversation avec nous. Bonjour, bonjour. Jessica, dans le fond, je te laisserai l'occasion de te présenter aux auditeurs qui écoutent le TSLH podcast. Oui, bien, comme tous nos auditeurs, j'imagine que je suis parmi tout le monde une passionnée à la base. Je suis infirmière de profession, donc c'est vraiment une passion là, que j'exploite avec TSLH depuis janvier 2022. Donc, j'ai la chance de pouvoir suivre le Rocket cette année. Donc, ça va être une super belle expérience. Déjà vendredi, on s'est trempé les petits orteils un peu. Donc, ça a été une très belle expérience. Là, j'ai hâte de vous en parler plus. Yes, parce qu'aujourd'hui, on a prévu revenir sur en fait le premier match du Rocket de Laval qui était vendredi. J'ai eu la chance d'y aller avec Jess, comme elle disait, pour assister parce que cette année, on est accrédité comme média pour le Rocket. Donc, on va vraiment couvrir les activités du club école des Canadiens. Puis, Jess, comme elle est de la région, ben, c'est pas mal elle qui va y être le plus souvent. Donc, moi, je vous invite à aller suivre Jess sur Twitter, en fait. Jessica Lemay, je crois, ton handle. Ouais, Jessica avec un K, Lemay. Voilà, Yes. donc je vous invite à suivre Jess pour la couverture du Rocket cette année et pour évidemment les textes qu'elle produit sur le site de Tout sur le hockey. Avant de commencer notre petit segment sur le Rocket, je vous invite également à aller consulter la page Facebook et le site web de Barbe Noire, notre fameux commanditaire qui nous appuie avec le TSLH podcast. Si vous êtes fan de viande fumée, dans un fumoir, des ailes de poulet, des côtes levées, vous pouvez aller consulter leur site web. Ils livrent directement à la porte. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour. Puis, au passage, je salue Pascal qui a été mis en second rôle parce qu'il fallait que je présente Jess. Mais Pascal, considère-toi comme salué également. Allô. All right. Pour débuter le petit segment sur le Rocket de Laval, je lance une question aux deux, puis je commencerai par toi, Jess. On va casser la glace rapidement. Cérémonie d'ouverture. On était là, on l'a vécu sur place, on a vécu la cérémonie du Canadien à la télévision. Ça a été quoi tes impressions sur la cérémonie du Rocket? Écoute, moins de marche rapide. Déjà là, c'est bon. Moins de blessés aussi. On les a vus tout en même temps. Les gars pas habillés. Non, j'ai bien aimé la présentation. C'était short and sweet. La foule a répondu aussi là, avec les Hervé Pinard, les Primo, Nazar. Il y a eu beaucoup de... un bel accueil. Donc, non, j'ai bien aimé. C'était pas trop le feu, tout. Bien fait, bien fait. Pascal, je pense que tu n'étais pas particulièrement fan de la vidéo qui a été produite pour les Canadiens, mais est-ce que tu as plus apprécié celle-là du Rocket? C'est pas nécessairement la vidéo en tant que telle, c'est plus le fait que c'est le Canadien, là. C'est pas un club Pee-Wee, là. Puis c'est la même affaire à tous les années, avec la petite flamme dans le milieu qui pogne un feu la glace. Ça fait pas. Je trouve ça vraiment cheap. Ça me... En tout cas, bref, faudrait qu'ils se renouvellent même. Là. En série, ils font ça aussi avec une vidéo avec les anciens. C'est correct, la vidéo, c'est correct. Mais il me semble que ça manque de oomph un peu. Là, pour le Rocket, c'est parfait. Ça a été rapide. Pas mal moins broche à foin sur la présentation des joueurs que le joueur, il marche. Il est présenté, il est dans le fond. Il marche pendant 4-5 secondes. Là, les partisans, ils le voient. Ils continuent ils rapplaudissent, sauf pour quelques-uns. Puis là, ils patinent. Fait que, j'ai trouvé que le Rocket, c'était mieux. Ouais, il y avait plus de rythme. Ouais, exactement. Ouais. Moins de longueur. Ouais, moins de longueur, puis tu étais plus, mettons, porté à être sur le hype, je te dirais. Tu sais, moi, la vidéo,
des Canadiens, je l'ai pas trouvé mauvais. J'ai trouvé ça quand même bien. Mais quand j'ai entendu celle du Rocket, disons que j'étais plus. Hype. Tu sais, j'étais plus hype, là. J'avais hâte que la game commence. J'étais plus dedans. Tu sais, la tête me bougeait parce que je trouvais ça bon, là, pis tout. J'étais témoin, sa tête bougeait. Comme Batman ou ben avec le rythme de la musique? Non, avec le rythme. Je suis pas un grand danseur, mais pour du bubble head dance, je suis pas pire, là, quand même. C'est comme les hymnes nationaux, tu sais. Souvent, les Canadiens, ils ont soit un chanteur qui fausse ou soit un chanteur qui c'est trop long de chanter. Je m'ennuie de Charles Prévost-Langton. Je suis pas mal sûr que plusieurs auditeurs ou lecteurs du TSLH ou partisans des Canadiens en général s'ennuient de Charles Prévost-Langton parce qu'il arrivait, il chantait 30 secondes, Fanny. Hein, les deux, c'était fait, puis let's go, on start la game. Ah, Là, mais on est dans le sujet léger pour débuter l'épisode, mais je dois dire que l'hymne national pour les Canadiens, ça a été comme tu l'expliques. Ça a été Ouais, short, c'est ça. ça a été C'était un bien. hymne. Ça n'a pas été Ouais, un concours de voix, là. C'était pas une prestation. Non, exact. Mm. All right. Écoutez, on ne parlera pas de prestations vocales puis d'audiovisuel tout le podcast, je vous rassure. On va sauter dans le vif du sujet. On va parler du Rocket. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu des premiers matchs pro des recrues chez le Rocket. J'ai en tête Xavier Simoneau et Philippe Méchard. Méchard, on reviendra après parce que il y a tout l'aspect de son départ pour la Ligue de l'Ontario, son match qu'on a été témoin aussi, Jess. Fait que je commencerai avec Xavier Simoneau. En fait, je ne sais pas, Jess, tes impressions concernant le petit Québécois teigneux qu'on a pu voir dans le junior. Ça a été quoi tes impressions pour le premier match? Écoute, bon petit guerrier, je pense que l'organisation va aimer Xavier Simoneau dans le moule de Harvey Pinard, d'un Gallagher, un gars qui n'a pas peur de personne. On l'a vu avec Sabourin. Je pense même au deuxième match, là, il a frotté les oreilles un peu. Donc, quand même, là, faut pas être peureux. Puis, j'ai bien aimé, dans le fond, tu sais, protège bien la rondelle, va dans les coins. Je pense qu'il va quand même avoir sa chance là, sur probablement tous les trios, utilisé à toutes les sauces. Là, un bon plombier de luxe. Là. Donc, moi, j'ai bien aimé son intensité. Oui, puis on l'a quand même vu au premier match. Là, il a été utilisé sur plusieurs trios, notamment à cause de la suspension, l'expulsion de Mitchell Stephens. Il s'est promené quand même pas mal, puis en fin de troisième période, quand c'était égal, il était encore sur la patinoire. Donc, puis tu sais, Jean-François Houle l'a dit après le match, là, il a eu un très bon match. Il a aimé son attitude, son éthique de travail, la façon comment il a travaillé pendant le match. Donc, c'est de bon augure quand même pour Simoneau. Mais tu sais, Pascal, on l'a regardé beaucoup dans le junior. Je sais que tu as regardé le match d'ouverture. Trouves-tu que son style se transpose? C'est sûr que là, c'est l'espace d'un match, mais trouves-tu que son style qu'on a observé dans les dernières années se transpose bien dans la Ligue américaine? Oui, peut-être probablement qu'il va y avoir moins d'offensives, c'est sûr et certain, parce que les adversaires sont meilleurs, mais tu sais exactement ce que tu vas avoir de Simoneau. Ça, pour un employé de soutien, ça ne sera jamais un gars de top 6, on va se dire, là. Ben, c'est très, très, très précieux. Peu importe avec qui tu vas le mettre, tu sais qu'au moins lui va fonctionner. Au moins lui va amener quelque chose sur la glace. Ce qui n'est pas le cas de souvent des joueurs talentueux. Comme Méchard, je ne sais pas contre lui, là, mais mettons ce type de joueur-là. Des fois, selon le trio qu'il va jouer, mais il ne sera pas capable d'avoir une utilité constante. Mais Simoneau, c'est exactement ça. Fait que pour la Ligue américaine, c'est parfait, ce genre de joueur-là. C'est du cheap labor, puis c'est un gars repêché dans l'organisation qui a été développé au Québec. Fait que, à Laval, il va jouer là, puis il va peut-être avoir des rappels, puis on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça va être tough. Là. Il est tout petit, il est vraiment petit. Mais je suis pas mal sûr que les gars n'aiment pas ça, jouer contre lui. Ah, lui, puis on l'a vu aussi, Mathieu, avec Harvey Pinard, là, quelques présences, là, puis c'est fatigant sur un temps. Là. Pour avoir un peu de momentum, là, je pense que ça va être une bonne petite combinaison qu'on va voir là, cette saison.
D'accord avec toi. Je sais pas, cette présence-là, je l'ai en tête, là. Ils ont conservé la rondelle en fond de zone quasiment toute la présence. Puis je pense que c'était Ilonen qui était avec eux autres aussi à ce moment-là. Mais Oui, effectivement, c'est eux là, autres. Oui. c'était très, très, très tannant. Puis moi, j'ai aimé le fait que Simoneau a été utilisé en avantage numérique direct au premier match dans la Ligue américaine. C'est quelque chose dans le junior qui était un spécialiste, si on veut. C'était un spécialiste sur le flanc gauche. C'était un gars qui était capable d'attirer la boîte défensive vers lui jusqu'au dernier moment pour refiler la rondelle. Là, avec le Rocket, pour l'instant, il y a un rôle un petit peu différent. Oui, il va rester à gauche, mais on va le voir plus travailler devant le filet. Puis c'est intéressant parce qu'il se sert vraiment, tu sais, c'est un petit gars, mais un petit gars, c'est un petit gabarit, là, mais il se sert beaucoup de son petit gabarit justement pour se planter les pieds dans la patinoire puis utiliser ce gabarit-là à son avantage. Donc, j'ai vraiment bien aimé aussi son travail en avant du filet. Jess, dans ta présentation, je crois que tu as omis un détail, c'est que tu es gardienne de but au hockey. Ouais. Et j'aimerais ça que tu nous parles du match de Caden Primo vendredi. J'ai ma petite opinion là-dessus. Je sais pas, on s'en est comme glissé un mot avant de partir du match, mais on n'a pas trop élaboré parce que j'avais 2h30 de route à faire après la game. Mais j'aimerais ça que tu me parles de Caden Primo vendredi dernier contre Belleville. Ben, Primo n'a pas connu un gros camp, on va se le dire, mais quand même, c'est un goaler qui doit jouer beaucoup, encore très jeune. Fait qu'au niveau de la constance, je pense que de match en match, mais aussi dans le même match, il a commis plusieurs games de son côté. J'ai trouvé qu'au niveau de son contrôle de retour en début de match, on avait glissé un mot, qu'il contrôlait bien ses retours, était en confiance. Ça s'est gâté un peu. Il y a eu des buts un peu, je dirais pas chanceux, mais une rondelle frappée au vol, des retours, des pucks qui avaient l'air d'avoir un peu des yeux pour se faufiler. Après ça s'est gâté un peu. Tu le voyais lever les yeux, regarder en arrière, un petit coup d'œil, même un arrêt à un moment donné, là, le joueur des Sénateurs, il a tiré, mettons, en s'amenant sur le côté, puis Primo, il a vraiment... Je pense que dans sa tête, la puck était dans le net, là. Il a vraiment... puis c'était coincé en dessous de sa patte, là. Fait que clairement, c'est le genre d'arrêt qu'il pensait pas qu'il avait fait. Fait que c'est sûr que ça fait partie de l'apprentissage, là. Ça le cachera pas. Il est encore très jeune, puis avec la COVID et tout ça, il n'y a pas eu de filet à Laval à 100%. Fait que, espérant que Jake Allen, sa femme aille accoucher, puis que Primo il retourne à Laval pour mercredi, parce que je pense qu'il va avoir besoin de ma Golden Coupe. Là. Je le laisserai toute la saison là, à Laval là, pour qu'il prenne ses aises. Il a besoin de ça. Il y a quelques tirs qui vraiment, tu voyais qu'en dessous de la mitaine, dans la prolongation, je pense que tous les tirs étaient à gauche ou ça. Au niveau de sa mythe, en dessous du bras ou à gauche, c'était tout le temps là. Puis si je me souviens bien, c'est là qu'il s'est fait scorer. C'est exactement là qu'il s'est fait scorer dans le haut. Puis, ben, je pense que c'est une problématique qui a été visée par les équipes adverses. Mais juste en dessous du bras, il y a deux présences de suite. Les deux fois, il regardait, il réussissait, OK, je l'ai, few. Ça donne pas confiance tant que ça. Mais au moins, l'équipe a répondu en avant de lui, démontré beaucoup de caractère. C'est un gars qui a du caractère, mais c'est sa constance. C'est l'âge, probablement. On verra plus tard. Ouais, puis, tu sais, si je peux rajouter, mettons, le match de samedi, c'est Poulain qui a eu le départ, puis encore 6 buts. Bon, il filait des airs là-dedans, là, si je me trompe pas, mais... quand même, on est assez perméable là, en défensive. Il va falloir que ça se resserre. C'est un début de saison, beaucoup de jeunes. On aime Norlinder, mais il y a des apprentissages en défense. Barron aussi, on l'a vu. On a sourcillé un peu vendredi. Ça s'est replacé samedi, heureusement, mais c'est ça. Il y a la job à faire en défense. Ça clairement, même GF ou le nommé, travailler là-dessus. Oui, puis tu sais, il a salué d'ailleurs l'apport de ses vétérans, puis on l'a senti, tu sais, l'année passée en série, c'était un peu le genre de prestation que le Rocket offrait, là, tu sais. Mettons, en première période, on avait de la misère à imposer le rythme, puis rapidement, les vétérans prenaient le dessus, puis
on faisait preuve de caractère, on revenait dans le match. C'était une équipe qui était tough à jouer contre. Ouais. Puis c'est ça qu'on a vu dans les 2 premiers matchs. Donc, c'est quand même encourageant. Mais c'est pas un début de saison parfait, là, c'est sûr. Puis on ne s'attendait pas à ce que ce soit le cas non plus avec les nouveaux venus là, dans l'équipe. Mais pour revenir à Primo, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il a semblé être porté par l'adrénaline du match d'ouverture pour la première période. Fait que j'ai parfaitement d'accord avec ce que tu expliquais, Jess, au niveau du contrôle des rebonds, ses déplacements. J'ai trouvé qu'il anticipait très bien aussi. Ça allait très bien, mais du moment que ça a commencé à rentrer, un but que c'était un rebond, un deuxième but, là, tu voyais que la confiance, elle s'effritait un petit peu. Puis quand c'est devenu 4-1, là, ça a été difficile un petit peu. Là, puis j'ai trouvé que c'est peut-être écrasé un petit peu, mais je ne suis pas inquiet. Là, c'est un début de saison. Puis il y a une confiance à regagner aussi là, par rapport au fait qu'il n'a pas connu un excellent camp. Fait que, en première période, ça a bien été, mais du moment qu'il y a eu de l'adversité, ben là, le manque de confiance ressort. Là, fait que, je ne suis pas inquiet pour Caden Primo, mais il va falloir qu'il reste à Laval toute la saison. Ça, je suis d'accord avec ce que tu disais. Là, la stabilité cette année, c'est primordial pour son développement. Primordial, oui. Primordial, ouais, c'est ça. Là, il est à Montréal en ce moment, mais bon, je pense pas que ça va avoir un impact. Là. Je pense aussi qu'il va revenir très rapidement à Laval. On va se croiser les doigts. Oui, effectivement. On a parlé de Norlander tantôt. J'aimerais ça qu'on reste dans le vif du sujet. Norlander, Barron. On parlait de la défensive, justement. Norlander a connu un solide match vendredi, même si il a démontré quelques drapeaux rouges qu'on a déjà identifiés, Pascal. On pourra y revenir vu que ça fait un bout qu'on le regarde, mais j'aimerais ça avoir tes impressions complètes, Jess, sur le match de Norlander. Ben, je l'ai bien aimé. Moi, contrairement à vous, je ne fais pas autant de visionnement. Là, je suis moins dédiée à la cause. Ouais, mais nous autres, on est un peu débiles aussi. Là. Non, mais c'est bon parce que l'aspect plus humain, je vais essayer d'y toucher plus. C'est un peu plus mon domaine. Vous, c'est plus technique, plus. Mais moi, je vais essayer de voir les choses un peu différemment là, pour compléter avec vous. J'ai trouvé que Norlander, en confiance, il y avait des bons timings dans ses montées. Causé vraiment, il a déstabilisé quand même la défensive de l'autre côté. On l'a vu, il n'a pas complété ses jeux, là, mais quand même, il était quand même pas trop risqué comme on l'a vu. Non, j'ai bien aimé sa game. C'est sûr, là, Barron, j'avais peut-être des attentes un petit peu plus. Je m'attendais à ce que Barron soit Norlander puis l'inverse. Mais bon, ça a été ça pour vendredi. On verra pour la suite. Mais j'ai quand même vraiment aimé la game de Norlander. Barron, c'est pas mal sûr que l'aspect mental doit jouer parce qu'il doit être déçu en maudit de son camp. Tout à fait, j'ai très hâte d'y en parler, justement. Doucement, là. Ouais. Kovacevic, puis tout, c'est qui a été pris au balotage pour prendre sa place. C'est vraiment sa place qui a été pris. Il a perdu sa place et non pas. Il n'a pas rétrogradé. Il a vraiment perdu sa place. Norlander, je suis d'accord avec toi. J'ai aimé sa game, j'ai aimé sa confiance en relance. C'est ça, la game à Norlander. C'est la relance puis le jeu en avantage numérique. Je pense qu'il commence. On voit une bonne amélioration au niveau de la conscience de son positionnement par rapport à la grosseur de la glace. De plus en plus, tu vois qu'il s'habitue à ce que ce soit vraiment petit pour la pression adverse. Mais c'est pas qu'on y reprochait, mais beaucoup de personnes vendent sa mobilité. Mais je trouve encore qu'il y a de la misère avec ses pivots. Les pivots, des fois, pour un joueur qui va le passer, là, je trouve encore qu'il manque un petit peu d'explosion parce qu'en ligne droite, il est correct. Les premiers pas, il est correct, mais faire un pivot puis prendre la rapidité pour le gars qui arrive avec de l'élan. Dans la prolongation, c'est exactement ça qui est arrivé. Là. Il y a eu une petite feinte, il a tourné du mauvais bord, il a accéléré, mais il était trop tard. Quand ça arrive à la ligne bleue, il est correct, il est capable de rattraper. Mais quand c'est à la ligne bleue adverse, mais quand ça arrive à ta ligne bleue, il est trop tard, mon chum. Fait que faut vraiment qu'il y ait un meilleur gap control. Je pense que c'est vraiment ça qui va l'aider. Puis nous, de la relance et l'offensive, ça va juste suivre son cours. Il va être capable ou il ne le sera pas.
À Laval, je pense qu'il va être capable. Il était à bonne place en ce moment. Oui, tout à fait. Moi, j'ajouterais que dans sa zone, des fois, ça me titille un peu. J'ai passé la remarque à Jess pendant le match, mais ça me titille de le voir chercher le joueur qui doit couvrir. C'était des choses qu'on voyait en Suède. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'il corrige. Là, vraiment de cibler sa tâche défensive puis vraiment de focusser là-dessus. Je l'ai trouvé à quelques occasions perdu à ce niveau-là. Sauf que ce que j'observais pendant le match, par contre, c'est que, mettons, dans une présence, il y avait quelque chose d'un peu plus négatif qui sortait de son jeu. Mais quand on se rappelait les 30-40 secondes avant dans sa présence, il avait fait 1 ou 2 bons jeux qui venaient comme peser dans la balance puis qui ramenaient le tout à égal ou dans le positif, si on veut. Fait que ça, pour Norlinder, c'est positif de voir ça parce que, si on commence à, le terme Pascal, cherry picking, là, mais si on commence à cibler vraiment une séquence en particulier, puis on dit, ben, voici ce que Norlinder n'a pas fait de bien, il y a de la misère à Laval, ben, c'est pas vraiment ça qu'on a vu vendredi, parce que dans une même présence, il faisait 2-3 bonnes actions aussi, même s'il faisait un moins bon jeu. Fait que, c'est un peu ça qu'on a perçu de Norlinder vendredi. Jeff Petrie est le même genre de joueur un petit peu que Norlinder au même âge. Patine un peu comme Luigi sur la glace. Luigi de Mario Bros. Mario Bros 2. Là, un peu trop grand, pas trop élancé puis tout. Puis il fait des très bons jeux, mais souvent des grosses crampes au cerveau. Jeff Petrie, c'était exactement ça. Est-ce que Norlinder va se rendre au niveau de Petrie? Je ne penserais pas. On ne sait jamais. Là, mais Petrie à Montréal, il s'est juste amélioré, même s'il est arrivé à 26, 27 ou 28 ans. Fait que, Norlinder, peut-être qu'il va prendre vraiment beaucoup de temps. Puis ça va peut-être être ailleurs qu'il va devenir un joueur d'NHL. Mais on le laisse là, puis il va faire ce qu'il va faire, puis on verra. Il ne faut pas qu'il soit rushé. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il est à une place la plus profonde chez les Canadiens de Montréal. Fait qu'il ne sera pas rushé, selon moi. C'est ça. Il y a beaucoup moins de spotlight sur lui. Puis quand on l'a vu dans le vestiaire après la game, il est quand même très introverti. Il semble quand même... Je le laisserais tranquille faire ses affaires, puis un petit peu prendre du galon. Quand même, dans un marché comme Montréal, tu as beaucoup d'attention et tout. Fait qu'il soit comme un peu le def oublié, ça peut peut-être servir. D'accord avec toi. Ouais, puis quand on l'a vu après le match, j'ai bien apprécié qu'il ait souligné qu'il était conscient que défensivement, ça avait peut-être un peu moins bien été, mais il s'est montré quand même fier de sa prestation offensive. Fait que, ça m'a montré que le gars, il est capable d'évaluer sa game sur le sens du monde quand même. Si il s'était présent... Là, c'est sûr que le Rocket a perdu, fait que ça aurait paru encore plus croche qui vendent sa game offensive puis qui se foutent du reste. Mais il y en a des joueurs que c'est de même, mais lui, j'ai pas senti ça. J'ai vraiment senti qu'il avait été capable d'évaluer sa game sur le sens du monde. Puis ce qu'il a dit aussi, c'est que là, cette année, la grosse différence versus l'année passée, c'est qu'il va être à Laval toute l'année. Qu'il va avoir de la stabilité. Il ne retournera pas chez eux. Il ne sera pas dans l'aller-retour de est-ce que je retourne en Suède ou je reste ici. C'est vraiment... Là, c'est Laval cette année. Il semble conscient de ça, puis je trouve que c'est encourageant pour la suite. D'accord avec toi. Ouais. Il réalise qu'il y a quand même un spot pour lui là, comme défenseur offensif. Là. C'est avec Barron qui est à droite. Là, ça... Non, il voit l'ouverture, puis... Justin Barron n'a pas connu un grand match vendredi. Là, pour vrai, à quelques reprises pendant le match, les bras m'ont un peu tombé. Mais j'ai été très agréablement surpris de voir qu'il s'est repris le lendemain. Le lendemain, en fait, ça a été l'inverse. Norlinder, ça a l'air que ça a été un petit peu plus difficile. Puis Barron, meilleur game. Qu'est-ce que... Je lance la question en général. Là, je sais que Pascal, tu as regardé beaucoup Barron. Moi, je ne l'ai pas tellement regardé, là, Barron, dans les dernières années. Jess, on est probablement au même niveau, là, pour vrai. Mais je lance la question en général. Qu'est-ce que vous pensez que ce serait le plus gros ajustement de Barron pour pouvoir dire enfin, ce défenseur-là, il appartient à la Ligue nationale?
Je vais lancer Pascal en premier, vu qu'il s'y connaît un peu plus. Ben, ce que j'ai aimé de Barron dans la Q, dans l'Ouest, dans la Ligue nationale de hockey, c'était que il est sujet, oui, aux crampes au cerveau. Il est sujet aux mauvaises passes en relance, aux décisions douteuses en possession de la rondelle ou bien à un contre en défensive. Dans la Q, il était quand même stable, là, mais dans la ligne américaine, c'est un peu plus difficile. Et ce que j'aime bien, c'est que il se relève assez bien d'une mauvaise décision, en fait. Revirement, but adverse, prochaine présence, comme un gardien de but qui accorde un mauvais but, les gardiens de but de qualité, là, mais la prochaine arrêt, il affronte qui sont solides. Mais Barron est un peu comme ça aussi. C'est sûr, encore, c'est un jeune défenseur droitier. C'est une position assez névralgique. Dans le hockey professionnel, le défenseur à droite, c'est plus rare qu'un défenseur gaucher. Donc, c'est ce que j'aime bien de lui, c'est ce qui me fait dire qu'il va jouer dans le show. Est-ce qu'il va être un top 4? Je pense que oui, mais la chose qu'il va falloir qu'il améliore le plus, c'est, je pense, la communication sur la patinoire, parce que des fois, il va doubler les couvertures, ce qui est un peu étonnant. Puis, c'est la panique, des fois, qui va arriver. Norlinder, c'est pire encore, parce que ça arrivait en plus en Suède. Mais Barron, des fois, la pression va venir, puis là, il évalue sa deuxième option rapidement. Celle-là aussi est couverte, il panique, puis là, il y a une mauvaise décision. Fait que, c'est d'améliorer ça, dans le fond. C'est de mieux évaluer ses options, puis d'en avoir une troisième ou une quatrième. C'est difficile là, de faire ça dans le hockey professionnel, mais c'est le nerf de la guerre pour justement qu'il atteigne son plein potentiel. Mais il aurait pu commencer à Montréal, ce joueur-là, puis ça aurait quand même développé cette saison. Mais si tu veux aller chercher un petit plus, je pense qu'il est à la bonne place, puis il va pouvoir faire les erreurs. Il est dans les bons contextes pour faire ça. Il va être un des joueurs les plus importants pour cette équipe-là. C'est juste un travail plus long peut-être qu'on pouvait penser. Mais je ne doute pas en tout de lui. Il n'y a rien qui empêche non plus. À Montréal, en ce moment, il y a beaucoup de blessés à gauche, mais il n'y a rien qui empêche de descendre éventuellement un défenseur gaucher de Montréal à Laval, puis de monter Barron, puis le faire jouer avec un vétéran, avec un Edmundston, avec peu importe, là, un gars à côté de lui qui va avoir une stabilité, là. Éventuellement, là, je ne serais pas pressée. Un peu comme tu dis, Pascal, c'est vraiment la prise de décision. J'ai l'impression des fois qu'il est soft, mais c'est peut-être plus au niveau de sa prise de décision qui est pas tout à fait là encore. Oui, on l'a vu, je pense que c'était sur le... C'est-tu le deuxième but qu'il y a eu un revirement en haute zone défensive, puis que Belleville est arrivé, le gars il a repris la rondelle en échappé, puis il y a eu un retour, ils ont scoré. Bon. Mais là-dessus, Barron était complètement pas du bon côté. Là. Les deux défenseurs étaient du même bord, puis c'était clairement pas à Barron d'aller de ce côté-là. C'est de reconnaître la situation que ton coéquipier délaisse sa position pour aller pincher le porteur. Il faut que tu reconnaisses cette prise de décision-là pour dire je m'en vais backer l'autre côté. Là, les deux, un peu comme tu disais, Pascal, il y a eu peut-être un manque de communication aussi. Je ne veux pas tout mettre la faute sur Barron non plus, mais ça vient là-dedans aussi. C'est de reconnaître les situations pour aller backer justement la position plus névralgique, plus problématique. Dernier point pour le Rocket. Après ça, on te laisse, Jess, pour ce segment-là. Yes. Le cas Philippe Méchard. Méchard, dans le fond, qui a joué son premier match avec le Rocket au lendemain de la défaite contre Belleville, a été retourné dans la Ligue de l'Ontario. Premièrement, j'irai avec tes impressions, Jess, pour le match, puis après ça, j'irai avec Pascal pour est-ce que c'est une bonne décision ou pas. Fait qu'on commencerait avec Jess. Tes impressions sur le match de Méchard. J'ai bien aimé sa game. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à ce que après 5 minutes qu'on perde le centre de la première ligne. Fait que ça a pas mal jonglé au niveau
s'est pu retrouver sur l'aile de la carte et piloter au centre pas mal. J'ai aimé sa vision. Je l'avais pas vu beaucoup jouer. Il avait bien fait au camp de Montréal, là, mais j'ai bien aimé. Bonne intelligence. C'est sûr que physiquement, peut-être encore un petit peu de travail à faire. Même lui l'a dit, là, une bonne année là, avant de pouvoir compétitionner comme il faut avec, mettons, la Ligue américaine. Mais j'ai vraiment aimé sa game. Ouais, j'ai trouvé impliqué, j'ai trouvé intelligent. Puis, ouais, j'ai hâte de voir comment il va se développer en Ligue de l'Ontario. Je te dirais que moi, tout, j'avais aimé pas mal sa game, mais ses lacunes, c'était tout le temps lorsque venait le temps de parler de son physique, au niveau de la protection de la rondelle. Sa fameuse erreur en deuxième période, ça a été ça. Là, puis il l'a avoué lui-même après le match. Là, dans le fond, le jeu à faire, c'était d'amener la rondelle dans le coin puis d'aller mourir là. Il était en fin de chiffre, puis il a comme essayé de faire une feinte ou de refiler la rondelle en arrière. Il l'a perdu, ça a donné un but. Mais là-dessus, il a passé deuxième physiquement, puis ça a apparu. Fait que, mais il en était conscient, il l'a avoué après le match. Puis je tiens à ressouligner ce que tu as mentionné, mais lui-même disait que ça allait y prendre 1 an avant de vraiment se développer physiquement pour être prêt au hockey nord-américain. Parce que, d'ailleurs, c'est ça, j'ai posé la question, pour ceux qui écoutent le podcast, peut-être que vous n'avez pas lu le texte que j'ai fait, l'analyse de la game de Mainchar, mais je reviens sur quelque chose, moi, que c'est une réponse que j'ai beaucoup appréciée, puis c'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup, moi, Pascal, puis les gars du TSLH Espoir, dans le cas de Mainchar. Oui, c'est une chose qui est jouée avec des adultes en Slovaquie, mais j'étais curieux de se poser la question, puis j'ai aimé sa réponse. J'ai demandé c'était quoi la différence entre la Ligue américaine et la Extraliga, puis il m'a clairement dit que, premièrement, c'était plus physique, c'était plus rapide, les joueurs étaient meilleurs, les joueurs étaient plus talentueux en général dans la Ligue américaine. Donc là, il va falloir s'enlever un peu l'espèce de pensée magique que ce gars-là joue avec des adultes depuis l'année passée, l'autre année d'avant. Puis ce faisant, il est prêt pour la Ligue américaine. Là, c'est totalement faux. Là. La Extraliga, c'est des adultes en fonction de l'âge, mais pas en fonction du talent de la Ligue américaine. Fait que ça, j'étais bien content de pouvoir justement avoir une réponse à ça. Puis ça appuie un peu les observations qu'on a faites dans le game. Il a fait des très belles choses offensivement. Il a eu des chances de marquer, mais quand venait le temps de déborder un défenseur ou de protéger la rondelle, tu voyais qu'il était souvent deuxième sur le jeu. Là. Donc, tout cela mis ensemble, nos observations de Jess et moi, on tourne la question vers Pascal. C'est-tu une bonne décision de l'avoir envoyé dans la Ligue de l'Ontario? Ben, probablement que le coach n'était pas prêt à l'utiliser comme optimalement pour justement qu'il se développe comme ça. Mais genre, c'est un gars intelligent, c'est un gars qui bon tir, bonne main, capable de bien découper une défensive adverse, de bien bouger pour se libérer. Mais dans la ligne américaine, ce qu'on a vu dans le match, là, dans les matchs pré-saison un peu, c'est que c'est plus défensif, c'est plus serré. Fait que c'est sûr qu'il y a un peu plus de misère. Mais moi, je trouve quand même qu'il était capable de bien jouer. Petit Kent Hughes, il a dit j'aimerais mieux qu'il fasse 80 points dans la Ligue de l'Ontario que 40 points dans la Ligue américaine. Excuse-moi. Mais à 18 ans, 40 points dans la Ligue américaine, c'est excessivement bon. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Là. Ouais, mais ça, je t'interromps 2 secondes, Pascal, mais tu sais, c'est tellement vrai parce que le fait de passer deuxième physiquement dans la Ligue américaine présentement, il n'aurait pas été capable de jouer offensivement comme il est capable de faire. Donc, à ce moment-là, la décision de l'envoyer dans la Ligue de l'Ontario, c'est totalement logique. Oh, oui, moi, j'étais plus pro-Ligue américaine au début, mais ce que je voulais faire, c'est plus le tester au milieu pour voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis après ça, si l'équipe n'est pas prête à l'utiliser comme elle devrait, ou bien qu'il n'est juste pas prêt, tu l'envoies dans l'Ontario, puis c'est bien correct. Puis ben, c'est exactement ça qu'on a vu. Hull, je pense qu'il aurait été capable, mais si ça prend 25 matchs à 25-30 matchs à Major à s'habituer, puis à avoir un impact, puis il fait juste 5 points avec 12 minutes de temps de jeu.
suis pas sûr que ça vaut autant la peine, là. Je pense que l'Ontario est pas mal mieux pour lui, même si là, il y a un problème de visa, mais ça va venir, là. Pas de visa, mais de genre bref, je sais pas trop comment rappeler c'est quoi Moi, c'est le des problème en ce moment, problèmes là. de papier avec Ouais. l'IHF, là. J'en ai pas plus su que ça, là, Mmh. mais Fait que il tu sais, devrait jouer prochain match ou je l'autre sais d'après, pas, là. ouais, vendredi ou l'autre, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est je sais p il y avait 3 options, la ligue suédoise, la ligue Ontario ou ben la ligue américaine. Moi, suédoise, c'était vraiment pas une option dans ma tête. C'était soit Ontario et ligue américaine. Je voulais le tester dans la ligue américaine. Ça fonctionnait, mais c'était peut-être pas optimal. Ligue Ontario, c'est une très bonne décision selon moi, même si c'était pas la mienne au départ. Mais tu sais, avec les données qu'on a là, c'est vraiment ça qu'il fallait faire, je pense. Tu sais, je pense qu'il y a le patin pour jouer dans la Ligue américaine, il y a l'intelligence, les mains, Le talent. mais l'aspect physique se travaille pas en dedans de 10 matchs dans la Ligue américaine, là. Tu sais, c'est une question de saison, là, travailler le Mmh. physique. Fait que est-ce que tu vas sacrifier une saison où ce que son offensive sera pas au rendez-vous, quitte à scraper sa confiance, Les en sachant blessures aussi. très bien qu'il était pas prêt physiquement? Tu sais, pour moi, c'est tout à fait. La réponse est dans la question là, de l'envoyer dans la Ligue de l'Ontario. Par contre, est-ce que j'y aurais donné quelques autres matchs? Personnellement, j'aurais tendance à dire oui. On a peut-être été rapide sur la gâchette. J'imagine qu'on avait les raisons pour faire ça, là. Ben, Mais c'est pour Kitchener aussi, là. Peut-être, tu sais, pour qu'il vraiment soit là avec l'équipe au complet, tu sais, que le plus ouais, rapidement possible, il aille dans l'environnement de Kitchener, selon moi. Euh, Puis, tu sais, c'est peut-être pour éviter aussi des blessures. Je veux pas, s'il est pas prêt. Puis, tu sais, moi, je pense pas qu'il s'aurait fait geler dans le milieu de la glace, là. C'est un gars non, trop intelligent pour ça. Ça pourrait arriver, là, tu sais, n'importe qui, ça peut arriver, Slavkovski. ouais, Même si tu te ramasses sur le cul quand tu le plaques open ice, là. Mais, tu sais, Major, dans le fond du territoire, ben, en avant du net, s'il mange un coup, tu sais, peut-être qu'il va être blessé, là. Fait que, tu sais, son poids, il est surtout dans son bas du ouais. corps, de ce que j'ai vu, là. C'est vraiment un gars fort dans le bas du corps, mais le reste, c'est un peu moins hot. Fait que, tu sais, quand il reçoit des gros plaqués, les blessures sont très possibles. Fait que je pense que vraiment pour son futur, je pense qu'ils sont pas compliqués la Non. vie, tu sais, là. Pourquoi on se complique la vie? On l'envoie là, puis c'est bien correct, là. Fait que, là, bonne décision. Il y a tellement de profondeur à Laval et à Montréal qu'il n'y a rien qui presse. Puis, tu sais, l'aspect physique, c'est pas juste le fait des mises en échec, là, tu sais, Non, non, tu sais, on non. le voyait, là, c'était vraiment sur les protections de rondelles, surtout. Parce que, tu sais, récupérer des rondelles dans le fond de la zone, il l'a fait un petit peu pendant la game, hein, Jess, puis ça avait quand même bien été à ce niveau-là, mais tu sais, tu voyais qu'il n'était pas tenté à y aller sur le plan physique non plus. Fait que, mais non, mais on va suivre ça cette année, tu sais. C'est pas parce qu'il s'en va dans la Ligue de l'Ontario qu'on va cesser de le suivre. Au Non, non. contraire, le TSLH Espoir est là pour Puis il ça. va jouer avec Hunter Brustewitz. Fait que c'est sûr Voilà. qu'on va suivre. Voilà, exactement. All right, donc c'est ce qui met fin à notre segment du Rocket. Merci beaucoup, Jess, de t'être joint avec nous. Première expérience de podcast. J'espère qu'on t'a pas trop Yes. traumatisé. Ben non, j'ai vu pire. All right, Allez. good. Je vous invite à suivre Jessica Lemay sur Twitter pour, dans le fond, pour toute la saison et ce qui va suivre. Là, elle va être attitrée à la couverture du Rocket pour le site de Tout sur le hockey. Elle va couvrir aussi l'actualité là, comme nos autres rédacteurs. Jess, tu es là. Tu es à la game mercredi, je pense, Ouais. à Laval. Hein? Ouais, je vais Good. être là, ouais. Good. Fait que, on se tient en contact. Puis n'hésitez pas à suivre Jess sur Twitter pour tout le contenu sur le Rocket. Merci beaucoup, Jess. Salut tout le monde. Bye. Bonne soirée. Salut, bye. Deuxième partie de notre épisode de ce soir. TSLH Espoir, discussion de scouting, Pascal. On s'est fait un petit planning aujourd'hui pour jaser des prospects qu'on a regardés dans les derniers jours. On va essayer de ne pas se répéter avec ceux qu'on a déjà abordés. En fait, je pense qu'il y en a peut-être un ou deux là, qu'on va revenir sur leur performance. Mais je commencerai par un texte que tu as écrit sur le site de Tout sur le hockey. Ton dernier rapport d'observation concernant Ethan Gauthier, Dalibor Dvorsky et Edward Saleh. Je commencerai par te passer la POC concernant Ethan Gauthier. Comment tu as trouvé son début de saison? À l'image de ce qui devrait être, on l'a bien aimé au Linka Gretzky, puis c'est exactement le même joueur qui est arrivé avec Sherbrooke. Puis l'année passée, c'est pas que je l'aimais pas, mais je trouvais qu'il avait
son impact offensif était vraiment moins là. C'est normal, il y a un an de plus, c'est bien correct. Là. Puis en série, il avait été excellent. Ce genre de joueur-là, TSLH Espoir, habituellement, adore ça. C'est un gars rugueux, papier sablé, c'est ça, ce genre de joueur-là. C'est pas nécessairement un gars qui va faire du... qui va baisser la tête, qui va frapper tout ce qui bouge. C'est un gars plus talentueux que ça. Un gars... Je pense que c'est Simon Servant qui m'a parlé de Jacob Pelletier comme comparatif. Je pense qu'il y a plus de physique, moins de talent un peu que Pelletier, mais c'est le même genre d'impact qu'il y a sur la game, là, surtout au niveau junior. Là. J'ai bien adoré ce qu'il a fait, surtout quand Joshua Roy était là, mais c'est pas à cause que Joshua était là qu'il était bon. En fait, il complète vraiment bien Roy, mais sa game n'a pas changé, puis sa production va probablement augmenter un petit peu, mais elle aurait été très bonne, même sans lui. Il est tout le temps devant le net. Il joue comme bumper sur l'avantage numérique. Ses décisions sont très rapides pour passer ou bien l'envoyer au def, ou bien l'envoyer à son allié, ou bien l'envoyer au filet. Il est là pour prendre les retours, faire des rondelles, pour semer le chaos dans le corps défensif. J'aime mieux sa vision offensive que son tir, parce que souvent, capable de contrôler la rondelle, faire des belles feintes. Il a quand même des bonnes mains pour un gars de son style. Influencer la boîte défensive adverse pour vraiment faire des belles passes. Mais des fois, quand il va, mettons, faire un petit toe drag pour après ça lancer dans l'écran, mais il est vraiment loin, puis son lancer, il n'a pas assez de force. Fait que son efficacité est vraiment réduite dans des visionnements que j'ai faits. Mais quand il fait ça devant le net, c'est correct. Son tir dans le 10 pieds autour du filet, il est parfait. Mais quand tu fais ça du haut du cercle, avec un écran pas super bien caché, puis ben, pas d'écran pendant tout, tu fais une fin, wouh, tu lances, je suis vraiment trop loin. Fait que non, c'est ça qui m'énerve un petit peu dans ce que j'ai vu à date. Sa production offensive est vraiment élevée, c'est pas un problème. Puis en défensive, j'aimerais un peu plus d'implication, mais ça, c'est peut-être moins son rôle aussi. Il triche un petit peu. Fait que son rôle, c'est plus la relance puis l'offensive. C'est bien correct. Fait que, non, je pense qu'on va l'aimer beaucoup. J'ai pas commencé à scouter encore la GMQ. Là. Je suis en Russie présentement. J'essaie de garder ma méthodologie de l'année passée, là, donc d'y aller vraiment par pays, par endroit où il y a des ligues où il y a des prospects, tout ça. Là. Donc, je suis en Russie présentement. J'ai pas commencé la CHL, mais ça va venir sous peu. Là. Fait que de ce que tu me présentes, j'ai l'impression qu'Ethan Gauthier fait juste continuer sur ce qui avait commencé au Linka, dans le fond. Oui, c'est exactement ça. Son impact est diversifié. C'est ça qu'on veut. Puis, généralement, ce genre de joueur-là, c'est un joueur complémentaire que tu peux mettre avec n'importe qui. Vraiment des complémentaires de luxe que n'importe quel gars de talentueux va adorer avoir avec lui. C'est ça. Il est bon. Parle-moi du début de saison de Dalibor Dvorsky. Lui non plus, je ne l'ai pas encore observé dans sa saison régulière, mais j'ai cru voir passer des choses comme quoi qui étaient quand même assez étincelants présentement. Comment as-tu trouvé son jeu en ce début de saison? En national, G20, ben, il fait un peu ce qu'il veut. Il contrôle la rondelle, attire les gars à lui, capable de trouver une ligne de passe, s'implique physiquement aussi, plus que ce que je me rappelais l'année passée. Il va devant le net. Il va vraiment jouer à plusieurs sauces, malgré le fait que c'est un Européen. L'Europe, des fois, c'est pas ce genre de style-là, surtout pour les joueurs talentueux, comme Léo Carlson, c'est pas son genre même si ça allait non plus, c'est pas comme ça qu'ils vont jouer. Dvorsky. Il est plus rugueux, c'est vraiment ça le mot. il est plus physique. Il est pas nécessairement polyvalent, mais il y a plus de cordes à son arc à ce niveau-là dans les batailles. Puis, c'est ce que j'ai apprécié. Puis c'est à la Allsvenskan, je pense, qu'il joue cette année, et dans la National G20, si je me trompe pas, avec un autre que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Et dans la Svenskan, il joue super bien. Il n'y a pas de problème. Il joue quand même bien aussi, il est impliqué en défensive. Fait que non, c'est un très bon début de saison pour Dvorsky qui
console un peu de son championnat du monde junior qui était Ouais, absent. Fait que je pense que cet hiver, ça va vraiment mieux aller à ce niveau-là. Si c'était du hockey d'été, fait que je peux comprendre un peu que son niveau n'était pas là. Mais en début de saison, là, il m'a convaincu. Là, OK, il est reparti, même si j'aimerais un peu plus de drive, un peu plus de rythme dans son jeu. C'est ça, la Suède, souvent. Commentaire, tous les rapports d'observation de la Suède, ça doit être ça. Ça commence par ça manque de rythme, mais c'est pas le joueur nécessairement, c'est juste la le ligue, niveau là-bas. c'est ça. Des fois, ça. Dans SHL, OK. Dans Svenskan, c'est pire que la nationale des fois, tu sais, à ce niveau-là. Fait que, tu sais, c'est très encourageant comme saison. J'ai vraiment l'impression que, tu sais, il va être très rapidement un lock pour le top 5, là, Ouais, pour le repêchage. c'était ma prochaine question. Son début de saison vient solidifier un peu sa place dans un top 5 de début de saison, Ouais, tu sais, j'imagine. top 7, top 8, ça dépend Ouais. de tous les autres Ouais, débuts de saison. Parce que, ouais, ça dépend des observateurs, là, c'est sûr. ouais, Il parce que faut t'as quand même Benson qui respecter. connaît tout qu'un début de saison, mais Jagger a de la misère. Jaeger a de la misère, pas Jagger, mais Jaeger a de la misère un peu en début de saison. Fait que, tu sais, ça va être vraiment. Ça joue dans son. Pas dans le même tiers, mais tu sais, ça va jouer sur notre classement à mi-novembre. De novembre Ouais. va jouer surtout sur les prestations en ce moment, les débuts de saison et ce qu'ils ont fait l'année passée. Fait que, on n'oublie pas ce que Dvorsky a fait l'année passée non plus et Non, Jaeger. c'est ça. Mais tu sais, en ce moment, ça va jouer sur ça pour 2-3 rangs là, pour le top 10. Fait que, Dvorsky, en ce moment, il est en train de se donner des arguments pour top 7, 6, 5. Là. All right. Puis je fais du pouce sur ce que tu viens de mentionner pour rassurer, non, plutôt informer les auditeurs. Cette année, on va garder sensiblement la même formule que dans les dernières années, c'est-à-dire qu'à la mi-novembre, on va publier nos listes préliminaires de début de saison, en fait, pour le repêchage 2023. Puis, on va faire un épisode complet, moi, Pascal, Simon Servant et Seb Gagné, la gang du TSLH Espoir, dans le fond. Il y a Saint-Lô qui participe à la fin de l'année. Pour les raisons qu'on a souvent expliquées, Simon, il aime ça, garder son contenu jusqu'à la toute fin. Il y a un petit sméagol en dedans de lui. Là. My precious. Ouais, exact. Donc, mais voilà, c'est ça. On va assurément faire un épisode, les 4 ensemble, pour présenter nos listes préliminaires. Puis, on va refaire l'exercice aussi pour le mi-saison, en fait. Autour du Ça va être pas mal deadline, ça. habituellement, là, Autour du février-mars. deadline. On va essayer d'être concis parce que là, on fait 4h30 à 3. Là, on va être 4. Fait que, va falloir être concis, mais je pense que cette année, on va vraiment y aller un peu à la forme de notre guide, dans le fond. Tu sais, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est présenter notre choix, faire une genre de petite quote, puis jaser un peu pourquoi tu l'as plus haut que d'autres ou de quoi de même. Mais tu sais, on va essayer de faire ça quand même assez sharp. Ouais, moins de présentation et plus d'explication pourquoi il est là par rapport à un autre que vraiment Exact. dire voilà c'est quoi ce joueur-là. Parce que quand t'es 4, il y a un Ouais, bout que c'est quand même gros. Puis, tu sais, à la fin de l'année passée, on s'est tourné vers l'option de faire des vidéos en solo pour présenter nos tops. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut s'éterniser un peu sur le potentiel des joueurs. Donc, tu sais, cette année, on va essayer justement de se concentrer sur nos tops finales pour vraiment présenter globalement des profils de joueurs. Mais pendant la saison, on va vous expliquer pourquoi on met tel gars en haut d'un autre ou de quoi de même. Fait on va vraiment focusser là-dessus. Donc, fin de la parenthèse pour les tops. Je reviens à ton texte, Pascal. Edward Saleh, tu l'as regardé en début de saison. On en a parlé dans le dernier épisode au niveau du Lenka, mais j'aimerais ça rapidement que tu nous parles si, mettons, ses performances se sont maintenues ou s'il est vraiment plus haut qu'au Lenka présentement dans sa saison. Je dirais pas plus haut. Il y a 5 points en 9 matchs, si je me souviens bien. Triche beaucoup vers l'offensive. C'est ce qui m'a vraiment tapé ses nerfs un peu en défensive, mais son rôle, c'est trop évident pour pas que ce soit son rôle. Fait que, quand c'est le coach qui te le dit puis que tu le fais, c'est pas le choix. Là. Quand c'était évident, et oui, il se repliait puis il faisait les bonnes choses dans son territoire. Puis c'était bien correct. C'est un gars qui se positionne bien, qui a un bon bâton. Mais c'est vraiment l'offensive était son rôle. Puis, j'aimerais un peu plus
qui finisse ses actions au filet. C'est pas un gars qui va driver le net. C'est vraiment plus un gars de périphérie qui va déjouer, qui va déjouer par ses actions. Il va comme feinter, ça va être la passe ou le tir. C'est un gars qui va bien influencer les adversaires. Puis ça va bien aller. Je suis pas mal sûr qu'il va pas battre des records, mais qu'il va produire pas mal cette année dans la ligue. Fait que, il m'a pas déçu, il m'a pas épaté. Je ne le mettrai pas deuxième comparativement à Button sur ma liste. Je ne penserais pas qu'il va aller deuxième. Je ne pense pas qu'il y ait ce niveau-là, ce potentiel-là, mais c'est un excellent joueur de hockey qui, malgré son âge, je pense qu'il a 17 ans, est capable d'être dans les gars les plus offensifs de son équipe, des rôles importants dans son équipe aussi. Fait que top 10 potentiel, ça c'est sûr et certain. Top 12, ça se peut. Top 15 pour si tu veux être safe, mais top 10, c'est pas un lock, là, mais c'est tout qu'un joueur de hockey. On a frôlé le sujet tantôt, puis j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus. C'était dans les sujets qu'on voulait traiter dans l'épisode. Tu as parlé d'un début de saison décevant un petit peu pour Brayden Yager. J'aimerais ça que tu expliques aux gens qui écoutent pourquoi on considère que son début de saison est un petit peu décevant dans son cas. Yager, c'est un gars qui est bon dans tous les aspects du jeu, puis qui a un tir foudroyant. Puis en défensive, il est bon également. Là, en ce moment, sa game en offensive, je pense pas qu'il manque de confiance, mais en ce moment, la rondelle n'est pas pour lui. Hein. Ça ne fonctionne pas en ce moment pour plusieurs choses, dont le jeu de transition en zone neutre, les feintes, les entrées de zone. Il y a de la misère en ce moment. La pression vient vite. On dirait qu'il vient pas, qu'il ne voit pas venir ça. Puis il crée beaucoup de pertes de rondelles. Devrait simplifier un peu la vie souvent. J'ai regardé 4 matchs à date de son début de saison sur 9. Et les 4 matchs, ça a été ça. Mais en défensive, il jouait bien. En défensive, il se positionnait bien, souvent juste par son positionnement. Même pas parce qu'il va le neutraliser avec son bâton, mais juste par son positionnement puis le fait qu'il suit. Il va neutraliser une option de passe dangereuse pour un adversaire. Puis juste à cause de ça, ça va tuer des jeux ou bien ça va vraiment limiter la dangerosité d'une chance de marquer ou d'un jeu offensif pour l'adversaire. Fait que ça, ce genre de jeu-là, c'est parfait. C'est ça qu'il faut qu'il fasse, puis il n'y a pas de problème. Ses coéquipiers ont de la misère. En général, l'équipe va sur la glace. Il joue un peu avec Furcus, puis Furcus, ça va pas super bien en ce moment. C'est ce qu'on disait qu'il fait une feinte, mais qu'il va pas. Une feinte, il faut que ça serve à quelque chose. C'est pas juste pour faire la feinte, puis après ça, que tu arrives, puis tu n'as plus d'options parce que tu t'es complètement neutralisé toi-même à cause du défenseur qui joue bien. Mais c'est exactement ça encore en début de saison pour Furcus. Il va faire une feinte, puis en fin de compte, il a la tête dans la bande, fait que ça ne servait à rien. Fait que ça ne fonctionne pas tout le temps bien avec lui, mais en général, Yager a un impact positif. C'est juste que il y a certaines affaires qui ne sont pas encore là, comme c'était au Linka, il était parfait. Là. Mais en début de saison, il y a des petits problèmes. Fait que là, j'espère que ça va venir. J'ai pas pantoute de discuter de croire que ça va mieux aller dès novembre, dès fin octobre, parce que c'est un gars trop talentueux, trop intelligent pour que ça continue comme ça. Mais il y a 11 points en 9 matchs, c'est quand même pas dramatique. Là. Ça demeure un très, très, très bon joueur. Fait que non, on garde espoir. Est-ce qu'il va être dans le top 5, dans le top 10? Je pense que oui. Mais il va falloir que ça revienne très bientôt. Ton micro est fermé. Ah oui, Fallait bien voilà. que ça arrive un jour. Ben oui, absolument. C'est parce que j'ai une jeune fille à ma droite qui ne dort point présentement, donc j'ai des consignes à lui donner. C'était sûr que ça allait arriver à un moment donné, mon micro fermé, mais bon. Ce que je m'enlignais pour dire, c'est que je trouve ça important justement de parler du pourquoi on trouve que son début de saison est peut-être un peu décevant parce que à 11 points en 9 matchs, quand tu te concentres uniquement là-dessus, ben, tu te dis, il y a un bon début de saison, tu sais. Mais dans son jeu, tu sais, c'est peut-être au niveau de nos attentes aussi. Oui, c'est on a quand même des bonnes attentes, là, tu sais. Je veux dire, il y a eu un excellent Linka. Fait que, tu sais, on s'attendait à ce que, ben, un peu à la Ethan Gauthier, à ce que ça se
poursuivre dans ce sens-là. Fait que c'est pour là la petite déception, j'ai l'impression, de ce que je peux comprendre, parce que moi, je n'ai pas regardé encore dans WHL cette année. Là, ça va venir, comme je disais tantôt, mais c'est pour ça que je trouve ça important de parler de ça, de son début de saison, qu'on pourrait qualifier un petit peu décevant. Ouais, c'est ça. De par comment qu'on le connaît, il est capable de mieux. Fait que c'est quand même une bonne chose. On se transporte en Russie on a ciblé, en fait, j'ai ciblé 4 espoirs à parler. On va commencer avec Daniel Butt. Daniel But, hein. Daniel But. Il en score-tu des buts, lui? C'est exactement ça son rôle. Mais c'est dans les premiers joueurs de saison régulière que j'ai regardé cette année, parce que je commence ma saison de scouting avec le Linka. Une fois que c'est classé, là, je m'enligne pour les saisons régulières, puis j'ai commencé par la Russie. Daniel Butt, ça a été le premier que j'ai regardé, puis franchement, j'ai adoré ce que j'ai vu. Ça continue dans le même moule que ce que j'ai observé l'année passée de lui, là, dans le fond. Là. C'est un gars qui possède un très bon tir, là, je trouve. Puis, avec son gabarit, c'est impressionnant comment il est capable d'être mobile avec la rondelle. Ouais, il est quick, vraiment avec la rondelle. Ouais, il est quick. Il a un bon edge work pour son format de joueur. Là. Puis je trouve que justement, il se sert de sa mobilité pour aller vraiment exploiter le maximum d'espace qu'il peut avant d'utiliser son tir. Fait que pour moi, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je trouve qu'il manque peut-être un peu de vision au niveau de faire contribuer ses coéquipiers. C'est peut-être ça la petite lacune que j'ai envers lui. Puis défensivement, je pense qu'il pourrait profiter plus de sa longue portée. Mais c'est un début de saison. Là, je ne tire vraiment pas de conclusion par rapport à ça, mais c'est des choses que je vais observer cette année. Moi, je l'ai vu en pré-saison. Je ne l'ai pas encore regardé en saison régulière. Je pense que c'était en KHL, puis c'était affreux. C'était affreux comme impact dans la game. Oui, il y avait des. Je le connais quand même de l'année passée. C'est un gars qui, je sais qu'il est bon. Là. Mais en KHL, parce qu'effectivement, il manque de vision un petit peu à mes yeux. Je crois qu'il ne voit pas toutes ses options des fois, puis qu'il ne complique pas la vie, il va jouer tout seul. Mais en KHL, contre des gars qui sont capables de te contrer vraiment facilement, il y avait de la misère. Donc, souvent, sa présence, c'était. Il se fait contrer par la POC, puis hop, une passe qu'il faut. Ah non, ça va dans le bâton d'un adversaire. Puis, il y avait quelques jeux corrects, mais la plupart, c'était vraiment unimpactful. Aucun impact positif dans le game, juste négatif, ou bien juste qui remplit un chandail. Fait que non, j'avais pas aimé ça, puis c'est comme. C'est pas le Daniel Bluth que je connais, fait que c'est comme. La pré-saison pour lui, c'est une fuck off. Mais je pense qu'il est peut-être juste pas rendu au niveau de la KHL. Il n'est pas rendu là, pas en tout. Des gars de son gabarit, avec plus de talent, mettons, offensif sur le shooting, ça prend plus de temps, à mes yeux, pour que ça se démarque contre des hommes. Fait que c'est pour ça que j'ai fait genre, j'ai écouté 3 ou 4 matchs, puis il n'y avait pas gros de temps de jeu, fait que c'était pas long à regarder. Comme. J'ai même pas pris de note plus qu'il faut parce que je sais dans ma tête comment il était. J'étais comme ça ne servira pas à mon évaluation. Je vais le regarder en saison quand ça va être commencé. J'ai juste pas retourné. J'ai regardé Gouliaïev à la place. Ouais, ben, c'est ça, on y reviendra à Gouliaïev, mais Bott, moi, j'ai regardé juste des matchs en MHL. Donc, c'est pour ça que j'ai peut-être un petit peu plus une évaluation positive de sa part. Mais l'autre chose que j'ai vraiment remarqué, puis je conclurai là-dessus, là, c'est que il est grand, il est mobile, mais quand vient le temps de stabiliser sa base, vraiment, là, sa base de patin, là, je trouve qu'il le fait vraiment bien. Puis, autant pour prendre un tir que pour protéger la rondelle, il va élargir sa base, puis il va vraiment tirer avantage de son gabarit. Fait que, je trouve que ça peut le rendre vraiment dangereux, mais mettons, on ajouterait à ça une vision pour rejoindre ses coéquipiers, mettons, plus de passing skills un peu, là. Et ça serait très dangereux, là, ça, la patinoire. Un meilleur scan.
Ben, il scanne bien avec la rondelle, pour vrai. Tu le vois qu'il cible vraiment bien les espaces, puis les exploite vraiment bien. Autre nom qu'on a sur notre planning aujourd'hui, on vient tout juste de le souligner, c'est Mikhail Gouliaev, défenseur gaucher qui joue à droite, qui joue à gauche. Ça dépend de Ouais. la ligue, ça dépend avec qui il joue. Puis étonnamment, je trouve qu'il est bon des deux bords pour vrai. Fait que sa polyvalence m'a vraiment plu. Sa mobilité, son explosion vers l'avant, surtout, c'est assez impressionnant. Oh oui. Bon tir, j'ai trouvé aussi. Je l'ai regardé en MHL et en KHL. Sûr que la KHL, il joue un petit peu moins, mais c'est-tu en KHL? Attends un petit peu. Je pense que oui. Ben écoute, j'ai regardé un match en MHL, un match en VHL, un match en KHL. 3 matchs en KHL, excuse. Puis, fait que j'étais à 5 présentement. Puis, non, j'ai vraiment aimé le prototype. Pour vrai, je suis pas prêt à dire qu'il va se mettre comme meilleur défenseur de cette cohorte-là. Là. C'est beaucoup trop tôt pour avancer ça. Mais le prototype en soi, j'ai vraiment été conquis par Gouliaev. Ouais, pour sa mobilité, tu sais, en 2 contre 1, pour lui d'aller à gauche, à droite, il y a vraiment une façon spéciale de juste bouger. Son haut de corps ne bouge pas. Puis il y a le bas du corps qui est vraiment mobile, vraiment fluide, puis il va suivre son gars. Il est vraiment impressionnant à avoir patiné. Puis il ne fait pas le genre de patin là, que des fois les Russes vont Ouais, faire un peu ben spécial comme comme Marner. Daniel Butt, il le Ouais, fait. Là. J'ai mis une vidéo Tomahawk, sur là. Twitter. Là, ouais, l'espèce. Ben, c'est une technique de patin artistique, en fait. Ouais, ouais, tu sais, en tout cas, fait que il y a du. C'est Dvorsky aussi qui fait ça un peu du Tomahawk, là, c'est-à-dire qu'il en tout cas, il est comme. C'est un peu spécial, mais vous comprenez, je pense. Avec Ceux en la audio ne vidéo, là. voient pas l'imitation à Pascal, mais Ouais. je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube juste pour voir l'imitation à Pascal. C'est pour ça que je fais pas le chon, bref. Puis, de qui qu'on parlait? Ouais, Gouliaev. Et il va vraiment patiner de façon fluide, mais comme on est habitué dans le Ligue nationale de hockey. Hein, vraiment un patin qui ne perd pas de vitesse au dépens ou au profit de la technique, dans le fond, de la fluidité puis tout. Non, c'est un gars qui est fluide puis qui est rapide, puis c'est bien correct, puis ses pivots sont bons. Manque de force, ça, c'est sûr et certain. Je trouve quand même qu'il suit bien son gars au niveau de la défensive, mais quand ça tourne longtemps puis que ça devient un peu plus physique, là, des fois, il va perdre un peu le fil. Mais j'ai remarqué qu'il parlait beaucoup sur la glace. Il pointe beaucoup, Ouais, même contre des hommes, il pointe beaucoup, il va j'aime parler ça, moi. beaucoup. Puis ça, j'adore ça, moi Ouais. aussi. Ça démontre que c'est l'esprit de corps. Puis des fois, ben, tu vas avoir plus d'affaires si tu travailles en équipe, mais c'est exactement ça. Oui, L'offensive, puis c'est une force, mais je ne l'ai pas vu beaucoup en ce moment. tu sais, pointer, c'est une chose sur le plan du jeu d'équipe, puis tu sais, la coordination entre les deux défenseurs, mais moi, ça m'indique surtout qu'il reconnaît les situations, Ouais, c'est ça. puis qu'il est capable d'anticiper ce qui s'en vient, puis de diriger ses coéquipiers en conséquence. Tu sais. Ça me démontre une intelligence hockey. Tu sais. Mm. Le hockey IQ est difficilement quantifiable, là, mais ça, c'est des indicateurs que ça me démontre qu'il est dans la game, ça me démontre qu'il est conscient de son environnement. Fait que ça, moi, j'adore ça. Les défenseurs qui font ça, pour vrai, c'est plus 2 automatiquement dans mon ranking. Puis, ça demande qu'ils sont confiants, ça démontre qu'ils sont Ouais. confiants aussi, parce que, tu sais, des fois, quand tu es une recrue, t'as pas trop, tu veux pas trop prendre de place, puis tu comme, t'as le sentiment d'infériorité, mais là, lui, pas tout. C'est vraiment de bon augure pour la saison. Puis j'ai hâte de le voir déjà en fin octobre, novembre, là, quand je vais reprendre mes visionnements pour lui. J'ai le temps. Dimitri Simachev. Oui. Pascal, je te laisserai nous présenter, nous parler de son début de saison parce que je ne suis pas rendu encore à lui. Présentement, je suis rendu au prochain nom et dernier nom de la Russie qu'on va parler aujourd'hui. Mais Simachev, parle-moi de son début de saison. De ce que j'ai vu en ce moment, c'est le genre de joueur que tu aimes bien habituellement. Un grand défenseur assez physique. Je dois dire que je l'ai aimé l'année passée. Ouais, Je OK. l'ai vraiment aimé l'année passée. Fait que j'ai hâte de voir cette année. Mais Ouais, tu vas-y. sais, physique, prend les bonnes décisions avec la rondelle, en bonne relance, pas trop de misère à couvrir un large territoire, justement, avec sa mobilité qui est quand même bonne aussi. Puis
sais, il est difficile en avant du net. Il va plaquer les gars, il va donner des coups de bâton. Puis ça, j'adore ça, voir ça d'un jeune en Russie. Ça n'arrive pas tout le temps. Fait que c'est une très bonne chose. Puis offensivement, ben, il tue pas les jeux. Fait qu'il fait il l'envoie dans le fond du territoire. Des fois, il va s'aventurer en arrière du net avec une bonne protection de rondelle. Mais les matchs que j'ai regardés, c'est pas encore super constant. Fait qu'il prend de la confiance et va faire de plus en plus. Là, j'ai pas vu d'où il jouait là, présentement à l'heure actuelle. Là. Mais c'est un gars qui, selon moi, va flirter entre le 27 et le 45, mettons. Début de deuxième ronde, c'est probablement plus son genre parce que son style, et s'il continue comme ça, est adoré par les équipes de la nationale de hockey. Fait que c'est peut-être un gars qui va être capable de se faire prendre rapidement. Mais je pense pas qu'il va sortir tôt en première ronde. Il n'y a pas l'offensive pour ça. Ouais. C'est ce que je me disais l'année passée. Je me disais, si ce gars-là avait l'offensive d'un Gouliaïev, mettons. Un Gouliaïev, ouais, c'est ça. Ça serait merveilleux, mais écoute, la saison est jeune. Il y a encore le temps de développer ça ou de montrer certains flashs pour l'installer dans la première ronde, mais on verra pour la suite. Parlant d'offensive, le dernier et non le moindre pour la Russie, j'aimerais ça qu'on parle du début de saison de Matvei Michkov, le gars que j'ai observé aujourd'hui. J'ai pas, pour vrai, j'ai pas grand-chose à dire de Michkov. C'est ce qu'on voit depuis l'année passée, là, un tir foudroyant. Puis, peut-être au niveau de l'implication, j'ai été déçu un petit peu, mais le gars, il joue en VHL présentement. C'est genre la pire ligue soft de trichage. C'est pour vrai, à tous les joueurs qu'on observe dans VHL, souvent, c'est le mot qui ressort, là, c'est la tricherie. Là, les joueurs qui partent. La MHL, ça? Moi, les matchs que j'ai regardés de Michkov aujourd'hui, c'était en VHL. Ouais. OK, non, mais la pire ligue, c'est la MHL au niveau de tricher, là, mais VHL. Moi, tu vois, je trouve que c'est pire en VHL. On dirait là, que c'est comme la Ligue américaine, mais vraiment version Wish. Là, c'est la Ligue américaine de la KHL. Mais c'est beaucoup de démonstrations de talent pour peu d'efforts et de hargne. Puis, en tout cas, c'est pas une ligue que j'aime tant regarder, mais Michkov, il a l'air parti pour jouer dans cette ligue-là cette année. Donc, on n'aura pas trop le choix. Mais j'aimerais ça voir tes impressions sur Michkov, toi. J'ai regardé ces deux matchs avant. Le match avant qu'il se blesse, puis le match qui s'est fait blesser, puis après ça, 2 matchs en VHL. Puis c'est vraiment son implication, ça me gosse. Il y a tout. Il y a tout pour réussir, sauf, mettons, le physique. Là. Puis il se traîne les pieds. Il fait beaucoup d'affaires qu'un vétéran peut peut-être se permettre un petit peu. Un vétéran de ce talent-là pourrait se permettre, mais il y a 17 ans. Fait que je ne sais pas pourquoi c'est accepté, mais moi, à mes yeux, ça ne le serait pas. Donc, tu sais, il y a le talent pour être top 2, là, ça c'est sûr et certain. Qui est générationnel, je ne sais pas, mais une super vedette, oui. Mais Caroline qui a des mauvaises habitudes sur la glace, puis c'est vraiment gossant. Si tu regardes Adam Fantilli, mettons, là, j'ai pas encore regardé ses matchs, là, je me garde avec dessert pour la fin. Ouais, moi aussi. Parce qu'on l'adore. Fantilli, on le regarde depuis qu'il y a 15 ans. On le regarde depuis qu'il joue avec Farrell, dans le fond, avec le Steel. Fait que, ça fait un bout. Là. Ça fait un bon bout qu'on le regarde jouer. Fait que, si tu regardes lui, qu'il a tout le talent du monde, moins le gabarit qu'il y a de Fantilli, il y a tellement des jeux que tu es comme, voyons donc, patine, en tout cas. Fait que, quand tu le regardes jouer, tu es là pour l'offensive, tu es là pour les buts, tu es là pour les jeux incroyables, on a des passes puis tout, t'sais. Mais pour le reste, il faut que tu sois patient. Puis j'espère que ça va s'améliorer, parce qu'en ce moment, ça ne m'impressionne pas. J'avais la discussion aujourd'hui avec un intervenant du TSLH Espoir que je ne nommerai pas le nom parce que je ne veux pas dévoiler certaines prises de position d'ici le mid, pas le mid, mais le classement préliminaire. Je le partage, puis ça peut tellement être Pascal, là, les auditeurs, je veux laisser un genre de suspense, là, mais bref. Moi, je ne tomberais pas en bas de ma chaise de voir Michkov sortir du top 5. Je ne tomberais pas en bas de ma chaise, puis je serais capable de comprendre les raisons.
Ce que je serais moins capable de comprendre, c'est pourquoi Michkov serait genre 15e ou 18e, comme on a vu dans des classements avant que la saison commence. Ouais. Ça, j'ai beaucoup de misère. À un moment donné, tu ne peux pas cracher sur du talent pur comme ça. Mais est-ce que Michkov est un talent générationnel? T'sais, moi, je pense que Bedard a fait ses preuves pour être vraiment au-delà de Michkov. Puis, à la fin de l'été passé, dans mon way too early classement, dans le fond, j'ai sorti un top 20 pour le 2023 quand j'ai sorti mon ranking 2022. Moi, je mettais Fantilli avant Michkov. Puis, avec ce que j'ai vu de Michkov aujourd'hui, c'est pas vrai que ça va changer cette chose-là. D'où la raison pourquoi je ne tomberais pas en bas de ma chaise de voir Michkov en dehors du top 5. Cela dit, est-ce que je vais le mettre en dehors de mon top 5? Probablement pas. Mais écoute, je ne serais pas surpris là, avec des bons arguments. Puis si, mettons, tu es quelqu'un qui aime les joueurs impliqués sur la patinoire, ça se peut que ça vienne comme tempérer ton évaluation puis que tu décides de le mettre 6e, 7e, moyennant qui tu mets au-dessus, là, par exemple. C'est là que moi, c'est là la plus grosse différence entre une liste et un mock draft. Là. Pour Michkov, si tu fais une liste sur le talent pur puis sur le potentiel maximal, il est haut. Il est dans le top 3, pas mal assuré. Mais quand tu parles à ton DG, mettons, puis tu dis, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis là, ton DG il dit, ouais, il y a le facteur russe, il va être là jusqu'en 2026, c'est ce qu'il va signer qu'eux autres. Et sur la glace, c'est pas le plus impliqué, ce qui va être bon pour les séries en Coupe Stanley, puis tout, il faut qu'il nous prouve plus, on n'aura pas le championnat du monde junior encore pour le tester dans une, il va y avoir des championnats, juste Russie, en Russie, là, mais il n'y aura pas ce qu'il faudrait pour les séries ou bien des championnats internationaux contre les meilleurs de son âge pour vraiment l'évaluer. C'est beaucoup de données qui sont tannantes pour un DG ou un vice-président des opérations au hockey pour prendre la décision sur la liste. Dans un mock draft, dans un draft normal, ça ne m'étonnerait pas quand même qu'il tombe en bas du top 5. Mais sur le talent pur, sur l'impact qu'il peut avoir sur une game, il ne va pas en bas du top 3 à mes yeux pour l'instant. Mais moi aussi, je pourrais comprendre qu'il glisse. Mais si tu me mets en bas du top 10, tout peut s'expliquer, là. Mais j'aurais quand même de la misère. Mettons, j'étais un DG, puis mon scout, il me dit ça, moi, je l'ai 11e. OK, ben, vas-y, explique, dans notre style, OK, dans notre style, on aime les gars qui sont tout, et OK, c'est correct, mais tu prendrais Salé avant Michkov, ou ben... Ah, ben c'est ça. Tu prendrais Cam Allen avant Michkov, Jaeger avant Michkov, je sais pas, Benson avant Michkov, je suis pas sûr, en tout cas. On va voir avec la saison, il y a beaucoup de hockey qui reste à jouer. Ah ouais, c'est tôt, là. Mais ça demeure un des plus gros talents des dernières années. Oui, absolument. Absolument. Puis on peut directement aller vers, on parle de gros talent, on va aller directement à Connor Bedard. Quelle saison! Le gars, il a 14 tirs au but en moyenne par match. Ah ouais, même l'année passée, c'était le meilleur. Pas 3, là. Ouais. 14. Il y a des équipes qui font ça dans un match. Ah ouais. Ah non, c'est fou! C'est fou. Là. Sérieusement, il y a un solide début de saison. Pour vrai, c'est impossible de mettre ce gars-là en dehors du numéro 1. Je sais que c'est de bonheur. Je sais que c'est toujours touché d'étiqueter un gars comme sure shot number 1, mais ben là, à la limite, Fantilli a peut-être des chances, mais avec le début de saison que Bedard connaît, même Fantilli a un bon début de saison, mais je suis pas prêt à déloger Bedard du numéro 1. Là. Non plus, il y a tout. Là. En plus, il y a de la hargne. Il n'y a pas le physique pour vraiment être un gars qui va punir l'adversaire comme Fantilli a. Fantilli serait capable. Là. Il ne fait pas nécessairement, mais il serait capable. Bedard, c'est pas ça, mais il est capable de répondre aux coups. Il a du edge, ce gars-là. Il a du edge, il répond. C'est le premier match ou le deuxième match de la saison contre Moose Jaw, si je me souviens bien, que la première moitié de la période, la première moitié du match, il se faisait donner des coups de bâton après les sifflets, puis il répondait, même si à la glace pendant les jeux, puis il a été puni, puis c'est pas grave, il revenait, puis il a changé sa façon de jouer, il a changé son agressivité, puis il a remis, OK, mais je vais scorer des buts, puis c'est exactement ça qu'il a fait. Le premier match, il y a eu
quantité incroyable de chance, puis ça rentrait pas, ses coéquipiers non plus. Deuxième match, là, ça a débloqué. Fait que, tu sais, ce gars-là, dans un gros marché de hockey, là, même quand on a un mauvais match, il y a eu des highlights, il y a eu des. Tu sais, Caulfield, à soir contre Pittsburgh, dans la première période, il était incroyable. Il était bon dans tous les combats. Mais Vedar, c'est x10, là, il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Vraiment bon. C'est à ce jour, c'est un des meilleurs tirs que j'ai vus. Ouais, la technique, il est vraiment. Il fait beaucoup de toe drag, puis il tire pour aller en dessous de l'écran, puis vraiment être caché. Puis il faisait trop en début de saison. Puis là, de plus en plus, comme l'année passée, il va vraiment diversifier les fins, diversifier les changements d'angle avant de tirer, avant de se Ouais, lancer, c'est fou. Là. les façons qu'il a de se cacher. Puis il maîtrise vraiment j'arrive du côté droit, je suis droitier, j'arrive du côté droit, je la fous top net en haut de l'épaule. Là. Ça là, il est vraiment McDavid? bon là-dedans, avec ça, comme McDavid. McDavid? Est-ce qu'il va être McDavid? Non. On peut pas dire qu'un gars va être comme McDavid. C'est ben trop injuste. Là. Mais le genre d'impact, puis de genre de. Tu le regardes juste, tu fais comme wow, qu'est-ce qu'il vient de faire là? C'est ce genre d'affaire-là qu'il peut avoir. Puis il faudrait un. Il y a de la finesse dans son jeu, puis quand même, il est capable de jouer du hockey ligne droite. Mais il garde la rondelle beaucoup, puis des fois, il va foncer dans 3 joueurs, puis il va la perdre. Il y a ça qu'il faut que ce soit, mettons, diminué un peu, mais c'est Bedard. Ça va être correct. Puis, on dit, Bedard va être un McDavid, mais non, là, Bedard va être un Connor Bedard. Ah, c'est ça. C'est la prochaine génération, de. Ben, je le vois peut-être plus sans pour autant avoir le style, mais je le vois peut-être un peu plus avoir une production à la Austin Matthews, par exemple, à cause de son tir. Là. Ouais, ou Kane, mettons. Ouais, aussi. Fait que, Kane, il a produit quand même pas mal, là, mais je trouve que son style, il ressemble un petit peu. Mais s'il est capable de prendre la puissance pour justement, dans les situations où ce qui s'en va foncer dans 3 joueurs et qui essaie de passer au travers, s'il prend de la puissance pour devenir capable de le faire régulièrement, là, comme McDavid, là. Ouh! Ça va venir. Il est quand même un bon gabarit en ce moment au niveau de la musculature. Puis, d'après moi, c'est un gars sérieux à son affaire. Ouais. Fait que, d'après moi, il va souvent quand même s'entraîner. Fait que non, c'est pas un problème. Puis, quand je dis son style est pareil à Kane, je parle pas du style en général sur la glace, mais plus du nous épater. Là, Ouais. Offensivement parlant, il nous épate comme Kane peut faire. C'est les tirs, un tir que Kane n'a pas inventé, mais pas loin. C'est en arrivant de l'aile. Mettons, t'es droitier, tu arrives l'aile gauche, puis tu places la rondelle vraiment rapidement en dessous de ton adversaire, puis tu es capable, par-dessus son bâton, de tirer rapidement, comme Caulfield l'a fait justement aujourd'hui contre Pittsburgh. Ça, c'est Kane qui a comme vraiment amené ça régulièrement, puis qu'il y a plein de joueurs qui le font à cette heure. Et que Bedard, c'est ce genre de joueur-là qui va être capable d'amener des trucs qu'on n'a jamais vus, puis qui sont différents de McDavid ou même de Zegras. Fait que non, ça va être juste bon pour le hockey. Est-ce qu'il va aller à Montréal? Est-ce qu'il va aller en Arizona? Peu importe où il va aller, il va avoir Va un aller à impact. San Jose. On va l'adorer. Ah non! Non. J'aimerais bien San Jose qu'à Philadelphie, mettons, mais tu sais, on verra bien. Chicago, ça ne me dérangerait pas. Chicago, c'est une équipe que j'ai toujours adorée. Puis à cette heure, au moins là, Bowman n'est plus là. Ouais. On termine le bloc scouting avec 2 petits noms que tu as observés cette année pour leur début de saison. Leo Carlson. Oui. Puis on va commencer avec lui, mais après ça, on va revenir sur Kasper Altunen qui nous a comme déçus au Linka. Puis je pense que tu as été un petit peu plus rassuré avec son début de saison. Donc, on va revenir sur Altunen, mais je te lancerai immédiatement sur Leo Carlson, qui connaît un bon début de saison, je crois. En tout cas, ouais, plus que bon. Ouais, j'ai regardé c'est vrai, j'ai regardé le Five Nations, je sais pas, il y a comme 2 tournois, le Four. J'ai regardé Carlson au Four, puis effectivement, là, il avait un impact constamment sur la patinoire, là, pour vrai. Exactement. Puis en SHL, c'est la même chose. Il a très bien joué au Four Nations, puis il contrôlait le jeu. C'est vraiment le Carlson qu'on connaît et que le monde adore. Puis là, en SHL, ça a été graduel, mais là, il y a un impact. C'est un joueur de cette ligue-là.
il va avoir une bonne saison. Tu sais, Eklund, on avait adoré en SHL, tout comme l'année passée, Les Holtz, Kerimaki. ouais, les Kerimaki, puis Holtz aussi avant ça. Ouais. C'est des joueurs, mais là, tu sais, il est une coche au-dessus de ces gars-là. Vraiment une coche au-dessus. Il y a un impact direct là, Ben, c'est que. sur la glace. Est-ce Et que. une production aussi. Est-ce que tu approprierais cette coche de plus-là par rapport à son physique, justement? Parce que, tu sais, Eklund, le Kerimaki, Holt, c'est pas nécessairement des gars avec un physique et qui jouent physique. Léo Carlson, penses-tu qu'il a du succès justement parce que c'est un gros bonhomme? Ben, il est plus capable de se démarquer à ce niveau-là. Protection de rondelle est vraiment intéressante aussi, mais c'est la rapidité d'exécution de ses jeux, puis de quand il est sous pression, la rondelle est déjà partie. La gestion de rondelle est vraiment impressionnante chez lui. Ça démontre que n'importe quelle transition qu'il va y avoir entre un niveau plus élevé, et ça va être quand même fluide. Fait que, tu sais, est-ce qu'il va jouer dans la nationale l'année prochaine? Ben, ça ne m'étonnerait pas pantoute qu'il ait le 9 matchs puis qu'il aille dans la Ligue américaine après. Mais là, il est dans SHL, mais c'est un choix de première ronde. Fait que je pense que ça va être possible. Fait que, tu sais, ce gars-là, moi, il m'impressionnait l'année passée déjà. Cet été, il a continué à m'impressionner. Puis là, dans SHL, c'est encore une coche. Fait qu'il est en train vraiment de se donner des excellents arguments pour aller dans le top 5. Fait que, est-ce que c'est un candidat pour aller au-dessus de Mishkov, mettons, dans le top 3 avec Dvorsky puis Saleh ou Jaeger? Effectivement, il y a de tous ces gars-là, c'est lui qui a le meilleur début de saison. Ça pourrait très bien, tu sais, dans les listes, là, de voir 4e, 3e très bientôt, là, ben, ça va être ça. C'est sûr que les listes d'amateurs, de gars passionnés comme nous autres, il va être excessivement haut. Puis s'il est en dehors du top 10, pardon, je ne comprendrais pas. Ouais. Puis en plus, dans sa zone, c'est un gars impliqué. C'est un gars qui sait reconnaître les situations et les permutations. Backer son défenseur ou backer son centre ou son autre allié pour aller prendre sa position. Puis aller en deuxième vague aussi, des fois. Fait, et c'est un gars intelligent. Il a tout le temps un impact. Moi, l'année passée, je trouvais déjà qu'il y avait une game pro. Ah oui. L'année passée. C'était avant son année repêchage. Fait que je vois pas comment. En tout cas, je veux pas non plus parler en le nom de toutes les équipes de la Ligue nationale, mais je vois pas comment un gars comme ça peut déplaire à un recruteur, là, honnêtement. Pour tout ce qu'il offre, le gabarit, le talent, la qualité de sa game, son tir. C'est un gars, comme tu dis, qui pourrait rapidement jouer dans la Ligue nationale. Puis je le pensais l'année passée. Fait que j'ai quand même pas pire hâte de suivre ça. Moi, au Four Nation, ça a été le même constat que j'ai dressé. C'est un gars que tu le vois sa patinoire. Automatiquement, là. Puis l'année passée, ça m'arrivait souvent. Je le disais pour Kivi RU, pour Aaron Kivi RU, mais c'était la même chose pour Carlson. Je regardais des matchs de la SHL ou de la J20 ou peu importe, puis à un moment donné, je regardais un gros bonhomme jouer, puis j'étais comme, crime, il est donc ben bon, lui, je m'en vais voir le roster. Puis c'était Léo Carlson, Ouais. Alors que je regardais Simon Forsmark ou d'autres espoirs de la Suède, puis je regardais ce gars-là, je suis il tombe, on dirait un gros bloc de glace, il joue une game professionnelle, je vais aller voir son nom, Léo Carlson. Il est éligible l'année prochaine, ça va bien. Ouais, il est bon. C'est vraiment un bon joueur. Puis, l'année prochaine, l'année passée, il aurait été haut quand même dans le repêchage s'il avait été repêché l'année passée. Fait que, cette année, c'est le meilleur top, mettons, là. Puis, il est dans possiblement le top 4. Fait que, non, c'est mon genre de joueur européen parce qu'il y a quand même une petite particule de trafic dans son jeu. Puis en plus, il a le talent, il est là. Fait que, en ce moment, mettons que j'avais le choix entre lui, Dvorsky, Jaeger, j'hésiterais en hostie. J'ai pas encore fait ma liste. Moi, j'ai pas fait de liste préliminaire cet été parce que justement, là, j'étais dans le guide, puis tout. Puis après ça, ben, j'ai fait des profils pour les joueurs des Canadiens. Fait que je me suis dit, fuck it. Fait que, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu, j'en connaissais beaucoup, là, mais j'ai juste pas pris le temps. Mais Léo Carlson, c'est un gars que j'adore depuis l'année passée, depuis même l'année d'avant que j'avais déjà vu jouer. Fait que,
Ben hâte de voir son restant de saison. Là. Je vais sûrement aller me gâter en regardant des matchs de la CHL, dans la SHL aussi, parce qu'il il est bon. Dernier nom sur notre planning pour cet épisode, Kasper Altunen. J'aimerais ça que tu m'expliques, parce que moi, je ne l'ai pas encore regardé dans sa saison régulière, mais j'aimerais ça que tu m'expliques comment son début de saison se passe et pourquoi tu t'es senti rassuré après un tournoi Linka pas mal décevant. Ouais, dans le Linka, il bougeait pas, il attendait les passes, il attendait que le jeu vienne à lui, il aucun impact physique, je ne jouais pas devant le net. Puis là, dans la Saria, c'est revenu. Là, il va pas nécessairement contrôler le jeu, mais il va être capable de transporter la rondelle, puis de bouger pour permettre à ses coéquipiers d'y envoyer la rondelle, de se démarquer. C'est le nerf de la guerre pour les marqueurs de but, ce qui est, lui. Alors, lui, c'est un marqueur de but, attaquant de puissance, qui va foncer au net, puis c'est encore un peu manquant, déficient dans ce qu'il fait en ce moment. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout le temps aller au filet. Puis j'aimerais ça qu'il le fasse, mais de périphérie, son tir, de périphérie basse, là, son tir va être foudroyant, va être quand même très dévastateur. Fait que je comprends qu'il n'y aille pas. C'est pas son rôle aussi. On ne sait pas ce que son coach va lui donner comme rôle. Fait qu'il y a ça que j'aimerais un peu plus, mais il va jouer sur le piqué. Il va jouer sur l'avantage numérique. Il est le joueur sur l'avantage numérique que ses coéquipiers vont viser. Il va être capable de transporter la rondelle, mais c'est pas une force. En ce moment, c'est pas une force. Puis sur plusieurs listes, même probablement avant le Linka, parce que dans le U18, il était là, puis il était excessivement bon. Il était dans mon top 10. Puis là, je serais peut-être en dehors de mon top 10 en ce moment. Parce qu'il manque un petit peu de saveur, un peu de potentiel de production. Il n'est pas là encore à mes yeux de ce que j'ai vu dans les 4 ou 5 matchs que j'ai vus. Fait que je me garde une petite gêne pour l'instant, mais c'est sûr que je vais aller le revoir avant de faire mon préliminaire pour vraiment avoir un bon read sur son apport en ce moment. Parce que là, je n'ai pas regardé sa fiche, là, mais vraiment, quand j'ai regardé son début de match, son début de saison, j'étais content, mais il y a encore des petites affaires qui me gossent. Puis il n'est pas assez impliqué physiquement, même s'il est capable de dominer physiquement ses adversaires à 1 contre 1, il ne le fait pas. C'est vraiment plus quand le contact vient à lui qui va dominer le go, mais qui va aller chercher en rondelle. Mais récupération de rondelle, ces affaires-là, c'est pas sa force. J'aimerais ça que ce soit plus travaillé. Dans la Liga en pré-saison, ça a bien été, mais son impact était vraiment minime. Je n'ai pas nécessairement évalué tant que ça sa prestation en pré-saison en Liga. Mais on verra s'il va jouer pendant la saison. J'ai bien hâte de le re-regarder parce qu'au Linka, moi, ça m'a déçu un peu. Puis c'était un joueur qui m'avait beaucoup plu l'année passée. J'avais justement hâte de le voir cette année. Puis j'ai gardé un peu un goût amer de son tournoi. Mais on le répète, c'est le début de saison. Puis il y a beaucoup d'ajustements qui peuvent survenir pendant la campagne. Donc, faut pas non plus tirer de conclusion. L'évaluation va se faire pour toute la saison. Puis ça Mais vaut pour Yarventi, toutes les équipes. il y a Yarventi que j'ai hâte d'aller voir aussi. C'est probablement Émile, le ouais. prochain. Ouais, Emile Yarventi, j'ai hâte d'aller voir. Là, probablement le prochain que je vais regarder, là, probablement demain soir. Fait que, qui m'avait impressionné au World Link Cup. J'espère que ça va continuer comme ça. Je n'ai pas regardé son début de saison statistiquement, mais on verra dans la prochaine vidéo. All right. Oui, parce que prochain podcast, on va se faire une autre petite liste de joueurs à venir jaser ensemble. On va sûrement un petit peu parler de la NHL éventuellement aussi. Et la JMQ aussi. Hein. La GMQ, oui. Je vais devoir m'y mettre bientôt sur la GMQ. Je n'ai pas commencé encore. Mais voilà. Pour ce qui est des. Je terminerai là-dessus. Pour les espoirs du CH, cette année, j'ai décidé chaque lundi. En tout cas, je vais essayer là, chaque lundi. Ça devrait être faisable. Je vais écrire des rapports hebdomadaires sur les performances des espoirs du CH. Je sais que cette année, nous, on regarde beaucoup les espoirs pour le repêchage pour la fin de l'année. Les espoirs du CH, on se garde tout le temps, là, mettons, 2-3 vagues pendant la saison qu'on sort des rapports d'observation puis on regarde ça. Ça va rester sur le site. Donc, moi, Pascal, puis je sais pas s'il y en a d'autres là, sur le site qui vont vouloir contribuer, mais habituellement, c'est pas mal moi et Pascal qui s'en occupe.
On va se faire une tournée des espoirs du CH pour fournir vraiment des rapports d'observation détaillés sur les performances. Mais chaque lundi, je vais tenir un texte sur le rendement statistique. Puis s'il y a des joueurs que j'ai observés là-dedans, je vais fournir quelques observations aussi. Donc, vous allez pouvoir suivre vraiment cette année là, le rendement des espoirs du CH, vraiment complet. Là, dans mon texte que j'ai publié aujourd'hui, et je parle d'Alexander Gordon. Ouais, je trouvais que ça faisait longtemps qu'on en avait parlé, donc c'est ça. J'essaie de rendre ça le plus complet possible, mais en même temps, si j'ai pas vu un joueur et je me suis pas nécessairement informé sur sa semaine, ben à la fin, il y a un tableau de statistiques avec les statistiques. Donc, c'est un peu ça le format qu'on va faire cette année pour les espoirs du CH. On va tenir des épisodes aussi sur le Rocket un petit peu plus régulièrement avec Jess, avec Seb qui risque d'y aller aussi, Amélia aussi qui risque d'aller voir quelques matchs du Rocket. Pascal aussi va en regarder probablement. Donc, oh oui, ça c'est un bon bruit de fond. C'est ça, fait que on va aussi fournir du contenu sur le podcast pour le Rocket, donc comme on a fait aujourd'hui. Donc, pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à nos plateformes audio, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon, iHeartRadio, Deezer, name it, on est partout. Là. Abonnez-vous aussi à Jess qui est venu faire un petit coucou au début du podcast pour nous parler du Rocket. Jessica Lemay sur Twitter. Abonnez-vous à Pascal sur Twitter. Moi, je ne dirais pas de vous abonner à moi parce que ça serait un peu un humble brag puis je ne suis pas du genre. Fait que c'est ça. Abonnez-vous à Matt. Merci Pascal. J'attendais que tu le dises. Ouais, ça, c'est un message. Donc, merci à tous d'avoir été au rendez-vous puis on se donne un rendez-vous dans un prochain épisode. Salut tout le monde.